Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc, exportateur de paix et de stabilité dans une région difficile. Voici comment le très scruté magazine en ligne du département d'État américain décrit le rôle crucial d'un allié majeur des États-Unis hors OTAN et avant même la création de l'OTAN. 1777, sous le règne du sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah, Sidi Mohammed III, le Maroc a été la première nation à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. 10 ans plus tard, un traité d'amitié et de commerce fut signé entre les Marocains et les Américains. Depuis lors, les deux pays ont maintenu des relations solides, pérennes et constantes. 14 novembre 1978, Jimmy Carter reçoit à Washington feu Sa Majesté le roi Hassan II Allah yarhamou. Dans son discours, le président Carter déclare, je cite, « Nous reconnaissons toujours votre leadership et votre grande nation, non seulement comme notre plus proche voisin en Afrique, mais nous reconnaissons votre pays comme étant effectivement le carrefour du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, en raison de l'histoire ancienne et bienveillante de votre peuple. » Fin de citation. Et feu Sa Majesté Hassan II de rétorquer. Monsieur le Président, vous avez exprimé en peu de mots, mais en termes complets, l'histoire entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Mon espoir et mon souhait est de construire avec vous notre histoire moderne au même niveau que notre histoire ancienne. Fin de la citation royale. Enfin, 26 mars 2013. Lors de son discours à l'université de George Washington, Sa Majesté le roi Mohammed VI a déclaré, je cite, « L'amitié maroco-américaine qui est ainsi enracinée dans votre histoire ne s'est jamais démentie, ni en temps de crise, ni en temps de paix. Elle s'est poursuivie pendant la guerre froide et bien loin d'être le produit de la conjoncture éphémère ou du calcul égoïste. Elle a toujours été animée par les valeurs si précieuses à l'humanité tout entière que sont la liberté, la justice et la solidarité. » Fin de la citation royale et fin aussi ainsi de ce préambule historique pour planter le décor avant de commenter les dessous de cette reconnaissance de la diplomatie américaine, nouvelle reconnaissance de la diplomatie américaine, de l'action marocaine dans sa région et dans son continent. Et pour commenter justement ceci et d'autres actualités, je reçois ce soir l'expert en sécurité, en stratégie, le colonel Hassan Saoudi. Toujours un plaisir de vous accueillir. Marhaba, bonsoir. Plaisir partagé, merci madame. Et deux experts avec nous en relations internationales, le professeur Zakaria Boudaha, bonsoir. Bonsoir madame Khadija. Et notre cher Sharqawi Loudali, bonsoir. Bonsoir Madame Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter de nouveau et c'est toujours vraiment un plaisir de vous accueillir messieurs pour analyser, décortiquer les faits d'actualité. Et justement c'est l'actualité avant de parler de diplomatie, c'est la semaine de la femme. Et sachez-le, notez-le, une Marocaine s'est distinguée, elle s'est vue attribuer le prestigieux prix International Women of Courage. Elle s'appelle Rabha Al-Haymar, on peut la voir ici recevant fièrement son prix de la main de la première dame des États-Unis, Jill Biden, aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors, bien sûr, cette cérémonie s'est déroulée à Washington en présence de l'ambassadeur de Sa Majesté le roi à Washington, Youssef Amrani. Et dans une déclaration à la MAP, eh bien, Rabha a parlé aussi d'une reconnaissance des réformes judicieuses du Code de la famille initiée en 2004 grâce aux efforts et à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Elle affirme avoir elle-même bénéficié des amendements apportés par le Code de la famille, la Moudouana. Ces réformes, je cite donc Rabha, ces réformes m'ont rendu justice. Professeur Zakaria Boudahab, le département d'État américain reconnaît enfin les efforts du Royaume en faveur des droits de la femme. Merci encore une fois. C'est un sujet qui est multifacette, il faut le dire. A priori, il ne faut pas dire qu'il s'agit tout simplement d'une question strictement corrélée à la femme. Mais la femme, dans l'approche royale aussi, c'est par extension la famille, c'est l'unité de base et le noyau dur de la société marocaine, plurielle, diversifiée, avec beaucoup d'affluents. C'est ainsi que je conçois cette démarche américaine qui se recoupe avec la démarche marocaine. Donc il y a une intersection. Mais permettez-moi quand même de rappeler qu'il y a eu des préalables. Déjà, la première dame, the First Lady USA, Madame Biden, avait visité le Maroc aussi. Et dans sa visite, il était aussi question
de promouvoir l'action américaine en ce qui concerne surtout le MCC, le Millennium Challenge Corporation. La première dame des États-Unis, Madame Biden, avait visité le Maroc il y a quelques semaines en fait. Et l'idée, c'était de donner un coup de fouet à l'action états-unienne qui passe aussi, il faut le rappeler, par l'USAID, l'Agence américaine de développement international, et qui est adossée au MCC, le Millennium Challenge Corporation. D'ailleurs, il faut rappeler que le Maroc était l'un des rares pays qui a été élu selon des critères bien définis, y compris la bonne gouvernance, les droits de l'homme, pour bénéficier donc des fonds alloués ou transités par le biais ou par le truchement de ce fonds. Également, la fille de M. Trump, il y a quelques années, avait aussi visité le Maroc dans une quête aussi d'action pour soutenir la femme rurale. Et je rappelle que parmi les objectifs du MCC, c'était d'encourager la femme rurale, générer des activités productrices. Donc si aujourd'hui, les États-Unis, le département d'État, finalement, reconnaît d'abord, le leadership royal, c'est important, ce n'est pas la première fois, mais... Cela a été rappelé par l'ambassadeur américain à Rabat, justement, par rapport à ces efforts insufflés par le souverain pour la réforme de la condition de la femme et par ricochet de la famille et de l'enfant. Absolument, c'est un leadership qui est donc confirmé et avéré. Et donc, je crois qu'il y a une belle coïncidence aujourd'hui, puisque nous sommes dans un processus de refonte du code de la famille, mais cette fois-ci avec une vision sociétale, avant-gardiste, ouverte sur le monde. Mais en même temps, cela montre aussi qu'il y a, je ne dirais pas le petit peuple, mais il y a des gens qui travaillent, qui croient en les réformes propulsées par Sa Majesté le Roi. Et l'exemple, c'est donc Madame Rabha El-Haïmal qui reçoit ce prix, comme vous l'avez dit, Madame Khadija d'entrée de jeu, International Women of Courage 2024, avec donc la présence de son ambassadeur de Sa Majesté. 12 femmes se sont vues attribuer ce prix, parmi les 12, dans le monde entier. Hein. C'est ça, ces awards qui sont dédiés au courage de la femme. Et bien, parmi ces 12 femmes, il y a une Marocaine. Et quelle belle coïncidence, Madame Khadija. Il y a la femme, il y a aussi l'enfant qui a déjà 11 ans ou 12 ans, ce génie qui a eu le prix présidentiel, la cybersécurité, franchement. Ryan Aïtahar, absolument. C'est une fierté. D'abord, c'est aussi une sorte de reconnaissance du système éducatif marocain. Il faut le souligner. Mais en tout cas, je crois que, d'abord, je félicite la dame et tant mieux, cela encourageait d'autres aussi à s'inscrire dans la même démarche. S'inscrire dans la même démarche et continuer de lutter pour leurs droits et pour les droits de leurs filles et de leurs petites filles. Alors, revenons à présent à ce magazine, State Magazine, donc magazine numérique publié par le Bureau of Global Talent Management du département d'État des États-Unis. Alors, juste pour vous familiariser avec ce que c'est que ce magazine, comme son nom l'indique, c'est le magazine un peu du département d'État. Sa mission, c'est de familiariser les employés du département d'État au pays et à l'étranger avec les développements affectant les opérations. Colonel Saoud, quel signal le département d'État envoie-t-il sur le Maroc et pour le Maroc ? D'abord, notre pays est un grand allié des États-Unis. On le classe parmi les alliés atlantiques majeurs, et ça c'est très important. Mais la coopération sécuritaire, militaire et au beau fixe avec ce pays-là, c'est quand même un rapport assez élogieux concernant tous les efforts que le Maroc fait, dans laquelle il s'est inscrit, il s'est engagé dans la lutte antiterroriste et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité globale mondiale, parce que le Maroc est devenu quand même un label sécuritaire très important, parce que depuis 2003, à quelque chose malheureusement, tous les paradigmes sécuritaires ont été changés chez nous sous l'appui de Sa Majesté. Nous sommes aujourd'hui dans ce qui s'appelle la sécurité globale, menace globale pour faire court, approche globale, stratégie globale, acteurs globaux. Mmh. C'est ça. Sur le plan de la stratégie, beaucoup de structures ont été créées, mais toutes les structures sont décloisonnées. Il y a une transversalité et une chaîne de sécurité inclusive qui va de l'anticipation jusqu'en aval
le côté, si vous voulez, répressif qui est accessoire. Mais le plus important, c'est cette multiplicité d'acteurs. Donc vous avez évidemment les services de sécurité, la communauté de renseignement, vous avez les autorités administratives judiciaires, vous avez l'administration pénitentiaire, mais au cœur du dispositif, vous avez le citoyen. Et ça, c'est quand même très important pour le Maroc. Citoyen, consommateur, mais coproducteur de la sécurité. Et c'est ça le label marocain, donc et c'est ça qui a permis aux États-Unis de juger les dispositifs, mais surtout les échanges qu'on a avec eux en termes de démantèlement. Peut-être qu'on parlera après de certains cas concrets qui, évidemment, montrent cette coopération fructueuse. Exact, coopération fructueuse. Et si on devait revenir sur les points essentiels qui ont été soulevés donc dans le State Magazine, mais avant, j'aimerais bien qu'on regarde déjà cette image qui a été choisie pour illustrer cet article-là de ce State Magazine, Morocco-Indonesian Partnership Builds Up on Shared History and Interests. J'ai parlé de l'histoire partagée, c'est ce que j'ai évoqué un peu, et ce n'est qu'une bribe de l'histoire très riche entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique. Le magazine rappelle aussi, Cheikh Khabeloudani, la reconnaissance par les États-Unis en 2020 de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud, accompagnant même la publication d'une photo de la carte intégrale du Maroc avec son Sahara. Écoutez, aujourd'hui... Et surtout, je l'ai. Voilà. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas anodin. C'est tout simplement, ça montre qu'il y a une appréhension stratégique de la part des Américains parce que montrer le zélige, montrer que vous êtes un État-nation, vous êtes une civilisation qui est enracinée dans l'histoire et que cette relation séculaire puise sa dimension, sa force aussi d'une histoire commune. Et aussi d'une convergence opérationnelle, comme M. Saoud l'a appelé, nous sommes des voisins atlantistes, deux pays atlantiques. Donc, et de fait, aujourd'hui, ce qui est très important un petit peu de souligner, c'est que le contexte de ce rapport-là, ce rapport éloquent, c'est le contexte aujourd'hui. L'importance, c'est que nous vivons dans un monde en mutation stratégique. Nous sommes dans une situation où le monde il est en train de changer, il est en train de recadrer ses axes stratégiques et géostratégiques. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit les Américains envoient ces messages au Maroc et à la communauté internationale, parce qu'on parle de Department State, on ne parle pas d'un magazine qui est privé ou machin, mais ça montre aujourd'hui qu'il y a des messages. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays pivot à l'échelle d'un triangle géostratégique très important. C'est un pays atlantique, c'est un pays africain et c'est un pays méditerranéen. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la perception stratégique des États-Unis, elle aperçoit le Maroc, ce n'est pas aujourd'hui comme une conjoncture stratégique. Ce n'est pas un produit conjoncturel au niveau de dimension stratégique, mais c'est une solution stratégique dans le passé, aujourd'hui et dans le futur. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, il y avait cette rencontre au sein de l'ambassade marocaine sur cette initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'inscrire les pays afro-atlantiques dans la géostratégie de l'Atlantique. C'est d'inscrire le Maroc dans une nouvelle doctrine géopolitique, c'est l'Atlantique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, il faut le dire, il y a un vide géopolitique dans l'Atlantique. Cet espace entre les pays afro-atlantiques avec l'Amérique latine, il est vide. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, il est polarisé. Au niveau de l'Atlantique du Nord, la doctrine géopolitique, et au niveau de l'Indo-Pacifique élargi. Et donc, je pense aujourd'hui, avec l'initiative marocaine, le Maroc propose une solution stratégique. Ce n'est pas que pour les Américains, ce n'est pas que pour les Chinois ou pour les Russes, mais pour la communauté internationale. Aujourd'hui, si la mer Rouge connaît des métamorphoses sécuritaires, si aujourd'hui la mer Océan Noir connaît aussi des situations catastrophiques vu la guerre russo-ukrainienne, aujourd'hui l'Atlantique et l'Atlantique du Sud proposent des solutions à la communauté internationale pour inscrire ce continent africain qui est aussi, malheureusement, on les voit avec des lunettes occidentales comme un continent qui est marginalisé. Aujourd'hui, le Maroc propose, à travers Sa Majesté, un modèle de développement durable pour le continent africain. Et donc, c'est pourquoi les Américains, ils sont très intéressés et très attachés au Royaume du Maroc. Et au niveau sécuritaire, il ne faut pas oublier que le Maroc joue un rôle très important. Nous sommes dans les préparations des manœuvres militaires Africa Lion. Chaque année, le Maroc, avec les États-Unis, participe dans 100
manœuvre militaire, un contrat d'armement et une feuille de route stratégique signée avec Mark Esper en 2020 portant sur 10 années de travail et de coopération sécuritaire et militaire. Les intérêts sont communs finalement et les intérêts sont partagés et en fait sont équilibrés. Bien sûr, équilibré, et aussi parce que nous, on propose des solutions stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans ce monde? Un monde qui est en train de connaître des mutations profondes. Ce qui manque, ce sont les idées, c'est le courage. Ce sont des alliés aussi. Et ce sont des alliés stratégiques et sûrs. Des alliés durables et pérennes. Voilà. Et le Maroc. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Voilà. Et le Maroc, il a tous ses atouts géostratégiques. Donc, c'est pourquoi les Américains sont très, très intéressés et proposent, et de temps en temps, envoient des messages éloquents au Royaume du Maroc, à la communauté internationale, comme quoi Rabat, c'est un allié stratégique des États-Unis, c'est un allié stratégique de la communauté internationale qui est en quête de paix et de sécurité. Et cela donc, est partagé non seulement avec le staff, on va dire, du département d'État qui compte des milliers de collaborateurs, donc pour qu'ils se familiarisent aussi avec ce pays. Alors, dans une déclaration, l'ambassadeur américain au Maroc, donc Paul Talwar, a déclaré que le Maroc est un pays avec lequel nous entretenons un partenariat profond, riche et multiforme. Alors, justement, d'abord, juste pour peut-être décortiquer, professeur Abou Dahab, ce partenariat profond, riche et multiforme et qui respecte le multipartisme, cette doctrine qui est propre au Royaume du Maroc. C'est une doctrine par excellence de la diplomatie marocaine. Donc, en effet, c'est un partenaire multiforme, mais aussi qui respecte le multipartisme. Tout à fait. Je rajouterai. Dieu merci, Dieu nous a épargné beaucoup de turbulences dès l'indépendance. Et vous savez, Madame Khadija, le roi Hassan II, en 1963, avait rencontré le président Kennedy. Il y avait une visite d'État effectuée par le roi Hassan II. Et à l'époque, dans notre constitution 62, on avait adhéré au multipartisme. Et d'ailleurs, cela montre en fait une prospective, une démarche prospective de la royauté. Car elle sait comment s'adosser à la conjoncture certes mondiale, mais en même temps anticiper les évolutions potentielles. Il y a un génie, il faut le reconnaître. Et si on parle du leadership, ce leadership précisément permet de faire passer le Maroc d'un certain nombre de turbulences et d'être visible par rapport aux radars mondiaux. Et l'Atlantique, ou l'Atlantisme de façon générale, aujourd'hui, c'est une connexion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, oui. 1777, reconnaissance marocaine de l'indépendance états-unienne, qui venait de s'arracher des Anglais, les 13 colonies britanniques, 1776. Vous avez cité l'accord de coopération et d'amitié, friendship. C'est important. Quelques années plus tard, parce que Sidi Mohammed ibn Abdillah, Mohammed III d'ailleurs, avait un navire très spécial. Il aidait à l'époque les Américains contre la piraterie maritime. Non seulement les Américains, mais les Anglais. Les Anglais aussi. Ce qu'on appelle les corsaires de Salé, etc. Et à l'époque, le Maroc même contribuait. D'ailleurs, ça me rappelle en fait des images diffusées, rencontre entre Feu Sa Majesté le Roi et la reine Elisabeth III, dans une cérémonie dans laquelle la reine même avait dit que le Maroc, du temps des sultans, avait aidé la Grande-Bretagne même à avoir des fonds et libérer des prisonniers qui étaient détenus à l'époque, je crois, à Meknès. Avec Meknès et des Américains détenus à Tripoli. Et ainsi de suite. Oui, quand on parle d'une relation durable, shared, etc., partagée et tout, ça ne part pas de rien. Il y a donc un fond solide. J'irai même loin, historiquement, parce que c'est important, la conférence d'Anfa, Casablanca, 1943-1944, Roosevelt, le sultan à l'époque, Mohammed V, le roi, Allah yarhamou, et les États-Unis, à l'époque, ont commencé en fait une prospection, on va dire, géostratégique, parce que la base des Al-Qanitra, etc., et j'en passe, notre cher ami Hassan pourrait en parler. Je voudrais dire par là qu'il y a un socle de relations, il est là, il est solide. Ce qu'on appelle le TIFA, le Trade Investment Agreement, I think the framework, ça date de 1985, ça ne date pas de 2004 où on avait conclu l'accord de libre-échange. En 2002, la visite de Sa Majesté, qui avait rencontré M. Bush à l'époque, et c'est là où le travail de préparation géostratégique a été réellement amorcé pour qu'en 2004, le Maroc ait le statut d'allié majeur stratégique des États-Unis. Or, autant
Et j'en passe, 2007, lancement de African Line, et ainsi de suite. Mais je voudrais dire une chose importante aux chers téléspectateurs, comme Mme Khadija à chaque fois insiste sur la dimension pédagogique, c'est le lancement du dialogue stratégique. Exact. En 2013, c'était sous Hillary Clinton, et à l'époque, il y avait notre ancien ministre des Affaires étrangères. En tout cas, l'essentiel, c'est d'inclure des matières multisectorielles, comme vous avez dit, qui dépassent le simple stade de la coopération commerciale et économique, mais avec des dimensions multiples. Et je crois que le Maroc, mollo progressivement, avait augmenté son coefficient, et il devient, en plus de ce qui a été dit, un allié qui est sûr et crédible, qui ne rompt pas ses engagements. Et là, on pourrait faire les affaires avec un pays prévisible. Il n'est pas imprévisible dans ces relations. Oui, alors et la mosaïque en dit long, Madame Khadija. La mosaïque, le zlige, parce qu'il est plus connu sous sa terminologie Exactement. arabe. Alors tout à l'heure, j'évoquais l'ambassadeur Talouar, donc qui, je le cite, parle d'un partenaire solide et très fiable. Pas que fiable. Et très fiable. Le choix des mots, solide et très fiable. Surtout pour ce diplomate de carrière, d'ailleurs, on va le rappeler, l'ambassadeur américain actuel, Pouni Talouar a occupé des postes, n'est-ce pas, dans l'essence même de la diplomatie, parce qu'il a fait partie justement de ce management de sécurité nationale et de politique étrangère au département d'État, et à la Maison-Blanche, et au Sénat des États-Unis. C'est un connaisseur On parle d'une personnalité qui maîtrise les et là, choses qui ne vient et les pas dossiers du monde au-dessus des de la affaires, table. Voilà, qui ne vient pas du monde des affaires, qui vient vraiment de la diplomatie américaine. Et surtout, vu le contexte, vous avez parlé tout à l'heure, Cheikh Khalil Oudani, du contexte. Il est clair qu'aujourd'hui, le contexte n'est pas ce qu'il est il y a 5 ans, n'est pas ce qu'il est il y a 10 ans. Beaucoup de mutations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Cheikh Khalil Oudani. Mais, colonel Saoud, alors, aujourd'hui, il y a des intérêts communs. Il y a cette lutte antiterroriste qui est au centre, même si le partenariat est multiforme, mais il est clair que la lutte antiterroriste, et je pense même que c'est depuis le 11 septembre que cette coopération a pris une autre vitesse. Et d'ailleurs, dans son rapport annuel sur le terrorisme, c'était en décembre dernier, la diplomatie américaine a souligné l'efficacité de l'approche globale adoptée par le Royaume du Maroc. D'abord, colonel Saoud, qu'est-ce que l'approche globale ? Qu'est-ce que cette longue coopération en matière de lutte contre le terrorisme entre les deux nations et l'intérêt commun ? Évidemment, j'ai parlé des acteurs globaux, mais l'approche globale au Maroc, elle se situe sur le champ sécuritaire, sur le champ politique, sur le champ judiciaire, sur le champ culturel, et j'en passe. Et s'y ajoute évidemment une nouvelle menace qui a émergé, c'est la cybermenace ou la cybersécurité. Donc, nous sommes dans une dimension globale qui est née après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et c'est l'approche que le Maroc a adoptée et qui fait qu'il est maintenant dans la capitalisation et même dans l'exportation d'un modèle. Et il faut savoir que beaucoup de réformes ont été faites sur le plan, évidemment, de la justice, sur le plan de la mise en conformité de l'arsenal juridique et la mise en conformité avec toutes les conventions des Nations Unies sur la sécurité, le terrorisme, etc. Mais aussi, il y a un génie marocain, il y a cette capacité d'acculturation avec l'évolution de la sécurité qui est quand même importante chez nous parce que le modèle, la menace évolue, mais le Maroc évolue avec. Et la preuve, c'est que comme attentat terroriste ou comme atteinte, on n'a pas eu. L'année 2022 est une année vierge. Et j'imagine que on est déjà classé 83e dans le Peace Index et 83e dans le Peace Index et 84e dans le Terrorism Index. Et j'imagine qu'on va encore grappiller des points. Donc il y a un résultat, mais surtout par rapport au rapport du département d'État. C'est ce rayonnement régional, international, continental qui est évoqué. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le Maroc, en plus de faire cette anticipation, il y a un rayonnement dans sa profondeur stratégique choisie par Sa Majesté le Roi, l'Afrique.
le Maroc ne travaille pas sur ses frontières institutionnelles. Il y a ce concept de frontières sécuritaires et pour nous, pour le Maroc, c'est le Sahel et au-delà. Donc il y a ce rayonnement. Justement, le Sahel, on est l'exemple le plus parlant, le plus récent, compte tenu des erreurs, de certaines erreurs graves commises justement dans la gestion des transformations que connaît la région. Absolument, absolument. Pour ne citer que la France ou autre. Oui, mais et vous avez là ce pays qui est quand même une jonction, ça a été dit, avec une position géostratégique idéale par rapport à tout, ouverture sur l'Afrique, ouverture sur l'Atlantique, l'Atlantique Sud évidemment qui est un projet royal majeur dont les répercussions se sentiront après, et vous avez aussi cette attention pédagogique et de la coopération technique avec nos amis africains pour lutter contre le terrorisme. C'est quoi? C'est aussi le développement humain. Évidemment, il y a tout ce qui est régalien que nos amis africains ont pris. Il y a la diplomatie religieuse qui est très importante pour asseoir cet islam modéré, de concorde, de tolérance. Et on a beaucoup et on est présent partout. Vous savez, nous avons signé toutes les conventions. Nous sommes dans le forum antiterroriste des pays arabes, le forum africain d'antiterrorisme. Nous sommes avec les États-Unis dans la sécurité atlantique. Nous sommes avec les Pays-Bas dans la coprésidence concernant les foreign fighters, les combattants étrangers de retour. Et ça, beaucoup ne font pas attention à ça. Et donc, nous remplissons un vide qui existait par ailleurs et ailleurs, malheureusement, même si dans l'environnement immédiat, on ne sent pas qu'il y a une attention pour, évidemment, collaborer. Je me rappelle qu'au moment où, en France, on discutait avec nos amis algériens sur l'échange déficit terroriste, ils nous ont opposé une fin de non-recevoir, à savoir que les fichiers terroristes sont une question de souveraineté, alors qu'ils ont signé la Convention de 2003 sur la lutte contre le terrorisme qui stipule l'ouverture et la coopération internationale, et ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, quand on parle d'Afrique atlantique, parce que de toute façon, c'est appelé à ce qu'il y ait une reconfiguration globale. On parle de l'Afrique atlantique, on parle d'une coopération militaire dans le cadre de cette initiative, Cheikh Khaouil Oudani. Dans quel sens? Comment se voient, selon vous, les États-Unis dans cet espace atlantique? Parce qu'effectivement, il y a eu une concentration sur l'espace Indo-Pacifique. Ouais. Et là, nous sommes en train de parler d'un allié au OTAN. Il y a l'OTAN aussi. Il y a aussi les alliés de l'OTAN qui ne font pas partie de cette alliance atlantique. Mais comment envisagent-ils justement, les Américains, comment envisagent-ils cette coopération militaire transatlantique, c'est une initiative américaine, mais aujourd'hui on parle d'une initiative qui est africaine, afro-atlantique, qui va, je pense, sur le plan stratégique, il y a une convergence opérationnelle entre les deux initiatives. Maintenant, il y a une façon de regarder les choses avec un couplage entre les forces déterminantes de cette initiative royale avec l'initiative américaine. Donc, de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une vision de regarder les choses avec une convergence des intérêts stratégiques du continent africain avec les alliés stratégiques, avec les États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chose. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de l'Atlantique Sud, on parle, par exemple, d'un amorçage, d'une vision politique entre les pays afro-atlantiques avec l'Amérique latine, avec l'Amérique centrale. Surtout le Brésil. Donc, je pense aujourd'hui, le Maroc, profondément, on peut parler que le Maroc propose une solution idéale, une solution stratégique. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il se dirige vers une conflictualité, vers un antagonisme entre le nord global et le sud global. Aujourd'hui, le Maroc, à travers cette initiative atlantique, propose une convergence des intérêts entre le nord global et le sud global. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une vision où il y a un déterminisme stratégique qui s'installe entre l'Afrique, le continent africain, parce que quand on parle, par exemple, des
pays afro-atlantiques, on parle des pays africains les plus riches qui disposent de l'énergie, du pétrole, du gaz, du matériau critique, des matériaux stratégiques, et aussi 65% aussi des terres cultivables en Afrique, plus que les réserves du gaz et du pétrole dans le continent. Par exemple, mais aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des menaces potentielles. Par exemple, quand vous parlez de la région de l'Ubita-Gourma dans la bande sahélo-saharienne, ou bien la région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, quand vous parlez par exemple du golfe de Guinée, on parle de 2 régions qui sont l'épicentre aujourd'hui du terrorisme mondial, qui pourraient faire exploser toutes les approches de développement. Donc aujourd'hui, le Maroc, en décortiquant la situation, donc il a vu qu'aujourd'hui, la condition sine qua non de la sécurité, c'est le développement. C'est le développement durable. C'est pourquoi le Maroc propose, l'Atlantique aux pays du Sahel, de les sortir de cette enclave, de les sortir vers l'Atlantique pour qu'ils s'inscrivent dans une géoéconomique mondiale globale. C'est pourquoi les Américains parlent d'une approche globale. Parce que, Madame Khadija, le Maroc, c'est l'un des pays rares dans le continent africain qui a une doctrine. Une vraie doctrine quand on parle d'une doctrine, on parle de plusieurs segments, on parle de plusieurs paramètres. Il y a le sécuritaire, il y a le militaire, il y a la diplomatie religieuse, la diplomatie économique. Nous avons une force de projection économique. Le Maroc, c'est le premier investisseur africain, dans l'Afrique de l'Ouest. C'est le deuxième investisseur africain dans le continent africain après l'Afrique du Sud. Le Maroc, aujourd'hui, dans la coopération sécuritaire à l'échelle internationale, c'est une marque, il a un label, c'est un pays, un modèle avant-gardiste. Dans ce qu'on appelle la géopolitique de renseignement, le Maroc joue un rôle très important. Il faut le dire, le Maroc n'est pas un escroc d'information. Lorsque les Américains étaient menacés, avec la cellule de James Coolidge Bridges, le Maroc, il était là pour sauver les États-Unis. Le Maroc, avec le Niger, avec les États-Unis, avec l'Italie, co-préside, le Focus Africa contre le terrorisme. Voilà. Maroc, c'est la 3e fois co-président du Forum international de la lutte contre le terrorisme. Il abrite le bureau onusien de lutte contre le terrorisme. Il est dans l'interopérabilité, armé avec n'importe quel allié stratégique, que ce soit africain, que ce soit les États-Unis. Parce qu'ouvrir aujourd'hui, être un partenaire stratégique des États-Unis dans l'Africa Line, peut-être dans les médias, on regarde des choses comme ça. Oui, le Maroc participe. Non, le Maroc ne participe pas. Le Maroc, c'est un partenaire. Le Maroc, c'est un partenaire. Vous avez parlé justement des intérêts américains. Quels sont les intérêts marocains, justement, de ce partenariat? Les intérêts, parce que nous avons besoin des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, c'est un pays qui est très puissant sur le plan stratégique, sur le plan économique et aussi sur le plan de la résolution du système de conflit. C'est le maestro des relations internationales. Ça, c'est un fait. It's a fact. Okay? Donc, je pense aujourd'hui, le Maroc, en s'alliant avec les États-Unis, donc, il est dans une stratégie de concevoir le devenir du continent africain, l'avenir du continent africain. Est-ce que parce que, justement, il y a un vide et que cette intégration régionale est en train de se métamorphoser, ou pour dire les choses clairement, il y a eu de vaines tentatives de la part du Maroc de renaître ou de faire renaître cette intégration régionale. Et puis, à un moment, on n'a pas d'autre choix que de regarder... Nous sommes dans un monde où se concentrer de là où il y a nos intérêts, où on a des intérêts en commun et que les intérêts convergent et qu'on regarde dans la même direction. Vous acquiescez. Vous savez, non, laissez-moi juste une minute. Vous savez, quand vous parlez des États-Unis, vous parlez par exemple sur le plan sécuritaire, vous parlez du NSA, National Security Agency. Le budget de la NSA, c'est à peu près 650 milliards de dollars. Aux États-Unis, par exemple, il y avait ce qu'on appelle les accords de Five Eyes. J'aimerais bien qu'on travaille au Maroc pour intégrer ces accords de Five Eyes de sécurité, où il y a la Grande-Bretagne, il y a la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Aujourd'hui, les Américains sont très, ils voulaient que parce que cette zone, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle des vides géopolitiques. Ils ont besoin du Maroc. Je pense que le Maroc, avec cette alliance stratégique qui se développe au fur et à mesure du temps, comme il a bien dit Feu Hassan II au président
Cartel, il a dit qu'aujourd'hui, certes, nous avons une relation séculaire, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à redynamiser et à avoir d'autres trajectoires stratégiques pour donner un fort élan à cette relation. Moi, je pense aujourd'hui, le moment il est venu pour qu'on puisse avoir donné une nouvelle dimension à cette relation stratégique entre le Maroc et les États-Unis. N'oublions pas, sur le plan de l'architecture du système de défense-sécurité américaine, ils sont à l'Atlantique. D'accord, la flotte 8, il est là, donc à côté de nous, donc il face de nous. Donc je pense que nous avons besoin aussi de développer une stratégie militaire au niveau maritime. C'est avec les États-Unis qu'on peut faire ça. Donc dans l'industrie d'armement, on a besoin des États-Unis. Surtout que le Maroc envisage aussi de se positionner sur cette industrie-là, comme s'il s'est positionné sur les industries nouvelles, ce qu'on appelle les industries nouvelles, automobiles, aéronautiques, mais aussi sur l'industrie de la défense. Professeur Abou Dahab, vous vouliez peut-être compléter l'analyse du professeur Cherkaoui Loudani, d'autant plus que cette région, il y a un vide, mais elle est un peu en panne. Le Maghreb en panne, et il est ce qu'il est aujourd'hui. When we have got what we like, we must like what we have. Regardez, 98, il y avait l'initiative Eisenstadt. C'était le sous-secrétaire d'État, je pense au Trésor, qui voulait créer à l'époque de Bill Clinton. Parce que la stratégie de Bill Clinton à l'époque, c'était une stratégie de géoéconomie mondiale. Depuis 92, c'était le WTO à Marrakech, le roi Hassan II qui a plaidé pour un plan Marshall pour l'Afrique. Et ainsi de suite. Malheureusement, il y avait une fin de non-recevoir. Seul le Maroc était prêt à le faire, 98-99, parce que Sa Majesté, dès le départ, avait plaidé pour une diversification des partenaires stratégiques classiques. Des enclavements. Il y avait déjà le problème de la tomate en 99 avec l'Union européenne à l'époque. Ça, c'est de un. De deux, il y a ce fameux accord de coopération 2020-2030. Comme disait Serroudani, l'industrie navale marocaine, maintenant, doit redémarrer. Il est clair, Sa Majesté l'avait rappelé, en parlant de l'économie bleue, oui, qui s'inscrit au cœur de la démarche du processus des États africains qui a été lancé en grande pompe à Rabat. Mais je voudrais dire une chose aussi, que le concept de l'Atlantique ne date pas d'aujourd'hui. 2005, déjà, le HCP marocain, le Haut Commissariat au plan, plus tard l'OCP, ont lancé une réflexion en la matière. Comment créer une communauté de partage, etc. Je voudrais ajouter autre chose qui me semble extrêmement importante par rapport à cette action américaine. Elle doit aussi être analysée, examinée à l'aune des dynamiques globales, comme le rappelait Si Hassan, la présence des Russes, in extenso qui cherche à créer une sorte d'alliance avec l'Algérie, tant bien que mal, même si parfois il y a des fiascos. Il y a également la question de la Chine avec les routes de la soie. Je vous donne un petit scénario, mais imaginez, ça me rappelle aussi ce que disait le grand Abdullah Al-Aroui, qui disait qu'il faut considérer le Maroc comme étant une île, le sea power. Comment on peut construire aujourd'hui géopolitiquement, comme disait Mackinder, celui qui tient la mer tient le commerce, celui qui tient le commerce tient le monde. Imaginez un instant, dans 4-5 ans, lorsque le port de Dakhla sera opérationnel, avec des trafics qui peuvent passer par Bonne-Espérance, l'Afrique du Sud, et accoster à Dakhla, continuer vers Tanger, etc. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, il me semble, du point de vue marocain, dans un virage géostratégique. Malheureusement, c'est l'enclavement géopolitique par rapport à nos voisins de l'Est. Évidemment, avec l'Espagne, la verticalité, tant bien que mal aujourd'hui, même avec la Mauritanie, fonctionne. Je dirais, non pas à plein régime, mais elle fonctionne. La Méditerranée, l'espace méditerranéen est extrêmement important. Mais aujourd'hui, le Maroc opère ce virage. Mais il doit effectivement se préparer, développer une infrastructure, une armada, non pas seulement militaire, mais une armada conséquente sur tous les plans, pour se projeter réellement dans cet espace qui est extrêmement ouvert, comme même l'océan Atlantique, c'est le deuxième océan après l'océan Pacifique. Donc ce qui fait que ce que je vois avec les États-Unis, c'est non seulement la rétrospective ou le passé, non pas seulement le présent, mais il faut se projeter. L'avantage décisif du Maroc, comme le disent les économistes, l'avantage comparatif, David Ricardo, c'est les temporalités atemporelles de la monarchie marocaine. Parce que sa stratégie, elle n'est pas conditionnée par un mandat de 4-5 ans d'un président. Et donc, ce sont des stratégies
qui dépasse le temps, si vous voulez, la conjoncture. Et de là, on pourrait ici parler d'une continuité, d'un avantage décisif. Et je crois que le Maroc aujourd'hui est en train d'optimiser son potentiel et il gagnerait encore en visibilité dans les prochaines années. Je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, les États-Unis ont été absents pendant un bon bout de temps. Moi, je me rappelle, en 2011, on posait la question à certains conseillers qui venaient nous donner des conférences. Et on avait posé la question États-Unis-Afrique. Mon interlocuteur m'a répondu « c'est pas encore dans nos radars ». Et je le cite. Et là, nous avons senti qu'ils ont senti qu'il y a un vide. Chine, Russie, et eux, ils sont absents. Enfin, qu'il n'y a plus de vide, parce que le vide a été rempli, pour le coup. Oui, mais il y a toujours de la place pour les États-Unis. La preuve, c'est qu'ils ont réuni le forum États-Unis-Afrique à Washington. C'était quand même une façon de revenir. Ceci dit, je pense que le Maroc, et vous l'avez rappelé, s'achemine vers une industrie de défense. Mais dans la diversification aussi. États-Unis, on voit la Roumanie qui s'intéresse, beaucoup d'autres pays, l'Allemagne s'intéressent. En tout cas, les big players. Voilà, donc il y a cette volonté quand même de leadership sur le continent, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de pays qui sont dans ce créneau qui est important, compte tenu d'abord de la situation en Afrique, instabilité, piraterie, terrorisme, cybersécurité, etc. Je voulais... D'ailleurs, le département d'État américain, dans un autre rapport qui date encore une fois de décembre, et cette fois-ci c'est sur les investissements, il parle du Maroc comme un pôle d'affaires régional, une base régionale de fabrication et d'exportation pour les investissements étrangers. Absolument. Donc, ça, c'est encore une fois une autre reconnaissance. C'est un autre aspect de la reconnaissance du département d'État américain, des atouts du Maroc. C'est-à-dire que c'est une terre d'investissement. Exactement. Ils peuvent être pour la défense ou l'énergie ou autre. J'ai lu aussi un paragraphe quand même élogieux en ce qui concerne le Maroc dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte et le financement du terrorisme. Et comme vous le savez, on avait créé une cellule, l'unité du traitement des renseignements financiers depuis 2009. Et il faut dire qu'on était dans ce qu'on appelle la zone grise. La liste grise. La liste grise, c'est-à-dire sous surveillance serrée. Et là, le Maroc vient de faire une réforme très importante. C'est la création de l'agence, l'autorité nationale des renseignements financiers, qui a élargi ses acteurs, la justice, les affaires étrangères, la JED, en appoint après la DST, la gendarmerie et la Banque al-Maghreb, etc. Mais qui a élargi aussi ses compétences. Et en élargissant ses compétences, le Maroc a pu présider le GAFI, Mohan, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors qu'il n'y a même pas 2 ans, on faisait partie de cette liste grise du même GAFI. Exactement. Voilà. Nous collaborons maintenant avec le groupe d'action financière de manière extraordinaire. Et là, on vient de quitter la zone grise. Et nous sommes devenus un pays qui est aux normes internationales. Et pour vous dire, concernant le rayonnement, le modèle ANRF du Maroc est en train d'être exporté dans d'autres profondeurs stratégiques aussi. Beaucoup de pays africains viennent chez nous et ils ont vu le modèle, comment il marche. Et je pense que le Maroc, comme les collègues l'ont dit, il est dans un engagement par rapport à l'Afrique sans limite, dans l'intérêt, de manière altruiste et de manière où il sert les intérêts supérieurs de l'Afrique. Et c'est à mettre au compteur du leadership marocain. Alors, intérêt supérieur de l'Afrique, intérêt supérieur du Maroc aussi. Je voudrais juste reciter cet extrait de l'allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'était en 2013. Pourquoi je le citais donc il y a 11 ans déjà. C'était en mars aussi. Donc, parlons de cette amitié maroco-américaine. Bien loin d'être le produit de la conjoncture éphémère ou du calcul égoïste, elle a toujours été animée par les valeurs si précieuses à l'humanité. Alors justement, compte tenu du contexte actuel,
l'avenir de cette amitié maroco-américaine? Vous savez, Madame Khadija Cessiron disait un jour, l'amitié est un bien supérieur à toutes les vertus. Sache que je suis avec toi, à toi, confondé à toi. Ce que les Américains aujourd'hui doivent apercevoir avec pragmatisme, c'est qu'il faut regarder l'Afrique avec des lunettes marocaines. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont dans une perspective de redéploiement stratégique en Afrique à travers le Royaume du Maroc. Le Maroc, depuis très longtemps, il a investi sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan relations bilatérales, multilatérales. Et depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, le Maroc, il a montré ses marques. Le Maroc, toujours, il était un pays qui est, au niveau, sur le plan géostratégique, très important pour les États-Unis. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est Hassan, l'opération Torch. Oui, c'était planifié ici au Maroc. Donc la planification, le commandement, le commandement même avancé de la perception stratégique du développement du continent africain passe par le Royaume du Maroc. Même les navettes spatiales, voilà. Dans leur programme, il est prévu Ben Grir à chaque fois. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi ce n'est pas anodin d'oublier aussi donc, la phrase magique, la célèbre phrase de Joe Biden lorsqu'il a été reçu par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en 2015. Il a dit que Morocco is the gate of Africa. Le vice-président de Barack Obama. Exact. Le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Ça, c'est une expression vraiment géopolitique, stratégique. Mais aujourd'hui, il faut le dire, le continent africain, il a besoin des infrastructures. Il a besoin d'investissement. C'est pourquoi on appelle à une triangulation dans la conception stratégique d'un plan d'investissement dans le continent africain. Parce que le Maroc ne peut pas assumer tout seul ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. On a besoin de nos alliés stratégiques, on a besoin des Américains. Mais les États-Unis doivent regarder le Maroc, doivent regarder l'Afrique avec d'autres lunettes pragmatiques. Aujourd'hui, on propose des solutions stratégiques pour la paix et la sécurité durable dans le continent africain et même dans l'Atlantique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, cette conception doit passer par une appréhension stratégique de Washington de la manière de regarder le continent africain. Parce que voulez-vous ou non, aujourd'hui, l'Indo-Pacifique, le Pacifique, c'est stratégique pour les États-Unis, mais le Pacifique et l'Indo-Pacifique ne peut être dans la durabilité, d'accord, qu'à travers le développement du sud de l'Atlantique. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est que le continent africain, aujourd'hui le Maroc, il est en train d'assumer ses responsabilités, d'accord? Il est en train de proposer des solutions, un système d'équations cohérent, avec des paramètres visibles et invisibles, cohérents. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les États-Unis doivent aussi faire un effort au niveau d'apercevoir les choses. Parce que Sa Majesté, il l'a bien dit lorsqu'il a parlé du forum d'investissement du continent africain sur les infrastructures. Vous savez, les infrastructures, on a besoin d'ici, au niveau d'investissement sur l'énergie et sur les changements, les répercussions du changement climatique sur le continent africain. L'Afrique, il a besoin, entre 2024 et 2030, de presque 200 milliards de dollars. Moi, je pense aujourd'hui que la Banque mondiale, le FMI, les grandes puissances doivent assumer leurs responsabilités. C'est ça ce que je dis. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment dans une trajectoire stratégique qui permettra au continent africain de s'inscrire dans la matrice de la géostratégie mondiale. Et c'est pourquoi tout le monde aujourd'hui donne raison à la perception et à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Merci. Cheikh Khawiloudani, pardon. Un dernier mot, Zakaria Boudahab. Vous savez, parfois la culture on dit long sur des choses. Moi, ça me rappelle Hussein Slaoui quand il chantait sur les Américains au moment du débarquement. Mais plus encore, je dirais qu'il y a des cordons culturels linguistiques. Je constate aujourd'hui l'engouement des étudiants, des Marocains de façon générale, pour l'anglais. L'anglais américain, American Center. Et puis, nous avons le Fulbright qui, je pense, depuis 1982, Madame Khadija, et qu'aujourd'hui, ces passerelles sont extrêmement importantes. Deuxième chose importante, il faut également que les États-Unis fassent mieux par rapport à leur présence en Afrique. Aucune visite d'État, à part celle de Barack Obama, non, au plus haut niveau, ça c'est important. Et puis le consulat américain qui a été déclaré le gateway, I think, in Africa. Donc maintenant, il y aura des élections par la suite. Nous, au-delà de la couleur politique républicain-démocrate, vous le savez, comme chez nous, la monarchie, elle transcende la conjoncture, les clivages politiques. Mais je voudrais dire une chose,
c'est que le premier sommet du Middle East and North Africa était au Maroc en octobre 1994. Ce n'est pas rien parce que les Américains savent sur quoi se fonder, sur un pays qui est crédible, pour asseoir les bases d'une certaine paix durable au Moyen-Orient, même si la situation il est catastrophique. Ce qui ne risque pas d'affecter justement cette relation américano-marocaine, ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, c'est-à-dire, elle est compliquée, certes, mais s'il y a aujourd'hui des tentatives pour relancer les pourparlers, etc., je ne sais pas si avec Netanyahou, avec d'autres personnes, ça doit aussi passer par le Maroc. Il y a d'autres pays qui ont du poids, comme l'Égypte, comme la Jordanie, dans ce processus, comme l'Arabie Saoudite, il faut le souligner. Oui. Mais j'aimerais dire que également la triangulation, nous y gagnerons beaucoup, notamment à travers l'AGOA et au-delà. Mais il faut revoir un peu l'AGOA, c'est African Growth Opportunity Act. La dernière, c'était lors du Mondial de Qatar, décembre 2022, lorsque M. Arnouch a regardé M. Biden le match contre la France. Ça veut dire que je vais regarder la télé avec mon ami. Parce qu'il fait friendship, c'est important. Il faut aller au-delà maintenant, il faut mettre du contenu. Voilà, le message est un peu plus clair. Merci beaucoup. Juste pour vous rappeler, récemment, j'ai lu un expert américain qui est proche de White House. Il a dit que les Américains doivent regarder l'Afrique avec une autre lunette. Parce que la stratégie behind lining, c'est une stratégie dépassée. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un redéploiement stratégique des alliés du Maroc pour le continent africain. Parce que c'est notre profondeur stratégique. La profondeur stratégique du Maroc, c'est le continent africain. Il y a eu une parenthèse, Obama. Le balancing dans l'Indo-Pacifique. C'était, avec le recul, ils ont compris que c'était quand même une erreur. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été rattrapées depuis. Absolument, mais ça a été rattrapé. Et qui sont en train de toujours en devenir pour justement améliorer davantage et pour concrétiser, parce que c'est ça ce que je retiens de vos deux interventions, dernières interventions en tout cas. Merci beaucoup, colonel Saoud. Merci, professeur Abou Dahab. Merci à vous également, Cheikh Khaber Oudani. Merci à vous. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.